Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de langue dans le cadre de cette séquence de révision qui porte sur le 4e module Le bourgeois gentilhomme de Molière. Rappelons que cette activité s'adresse particulièrement aux élèves du tronc commun, et ce dans le cadre de la continuité pédagogique recommandée par le ministère et celui des cours à distance qui sont décernés au profit des élèves du lycée. Cette activité de langue, rappelons-nous, c'est une activité de révision qui aura pour objectif de revoir avec vous le lexique théâtral, de reconnaître les procédés du comique, en guise de rappel et de révision également, et de s'approprier les procédés de reprise. Donc, sans attarder, on va essayer de voir avec vous, bien sûr, les différents extraits de la pièce théâtrale, avec un autre extrait qui relève également des œuvres de Molière. Alors, le premier extrait, c'est une scène extraite de la scène de l'acte 3 du bourgeois gentilhomme, dans laquelle on va essayer de revoir avec vous le lexique théâtral. Alors, je lis, suivez s'il vous plaît. Maître d'armes, Monsieur Jourdain. Maître d'armes, après lui avoir mis le fleuret à la main. Allons, monsieur, la révérence, votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré, avancé, le corps ferme, touchez-moi l'épée de 4 et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte de la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme. Monsieur, en garde. Le maître d'armes lui pousse 2 ou 3 bottes en lui disant « En garde ». Monsieur Jourdain, alors, tout d'abord, essayons de voir la nature de cet extrait. Quel est le genre, ou bien quelle est la nature de cet extrait, de ce texte? Bien évidemment, à travers les caractéristiques formelles de la forme, on peut dire que c'est un texte théâtral. Vous avez l'alinéa, vous avez cette présentation plus ou moins distincte du théâtre, mais sur le plan du fond également, qu'est-ce qui nous pousse à dire que c'est une pièce théâtrale, que c'est un extrait de pièce théâtrale? C'est bien évidemment tout ce qui a rapport avec le personnage. On a des paroles, on a des actions, on a différents types de phrases. Nous avons des personnages qui parlent et qui agissent. Voilà. Donc, pour cette première approche du texte, à quoi on peut reconnaître ce texte? On a dit c'est à travers la composition du texte également. Il est composé d'actes et de scènes. Alors, qu'est-ce qu'un acte? C'est l'une des grandes subdivisions d'une pièce de théâtre. Chaque pièce est subdivisée en actes. Nous en avons 5 pour le théâtre classique. Dans le théâtre classique, comment? C'est le cas du bourgeois gentilhomme. Une pièce de théâtre se compose de 5 actes. Alors, et puis la scène, c'est chacune des subdivisions de l'acte. Rappelons tout d'abord que le mot scène est un mot polysémique. Ça peut désigner la subdivision de l'acte, ça peut également désigner le lieu de jeu, dans un théâtre. Alors, une scène, c'est un acte qui se divise en scènes. La scène correspond à l'entrée et la sortie d'un ou de plusieurs personnages. Alors, on vient d'étudier l'acte premier et ce corpus est tiré de l'acte 2. Alors, comment appelle-t-on les moments de repos entre les actes? Donc, on a étudié l'acte premier et ce corpus-là, il est tiré de l'acte 2. Vous avez 2 actes. L'un dans la leçon de lecture et l'acte 2 dans la leçon de langue. Alors, entre les 2 actes, il y a un moment de repos. Alors, ce moment, comment on l'appelle? C'est l'entracte. C'est le moment de détente, se trouvant entre les actes. Il a une fonction au niveau de la mise en scène en permettant le changement du décor. Alors, qui parle dans cette scène? On a 2 personnages, Monsieur Jourdain et le maître d'armes. Alors, comment les appelle-t-on? On les appelle des personnages. Est-ce qu'ils sont réels? Bien évidemment, non.
Ce sont des personnages imaginaires ou fictifs, car ils ne sont que le fruit de l'imagination de Molière. Alors, qu'est-ce qu'un personnage? Rappelons-le que, comme pour tout récit, même dans le roman, on trouve des personnages. Les personnages d'une pièce sont les êtres fictifs. Ils ont des rôles qui sont destinés à être joués sur scène, notamment. Donc, chaque acteur va endosser un rôle d'un personnage dans la pièce théâtrale. Donc, l'étymologie déjà des mots, elle nous renseigne sur la nature de ce mot. Personnage, persona veut dire masque de théâtre. Alors, que nous apprend la première phrase en italique? Si vous permettez, on va revenir un petit peu sur le texte. La première phrase en italique, après lui avoir mis le fleuret à la main. Et puis nous en avons une autre, en garde, là, lui pousse 2 ou 3 bottes en lui disant, en garde. Donc là, ces phrases qui sont en italique, que vous avez pu remarquer sur l'extrait, bien sûr, ce sont des phrases qu'on appelle didascalie. Donc, didascalie, c'est une indication scénique qui donne des précisions sur la mise en scène, le lieu, l'époque, les noms des personnages, le décor, au début de la pièce, d'un acte ou d'une scène. Et le jeu des acteurs au début ou dans le reste du texte. Comment appelle-t-on les propos d'un personnage? Vous avez vu là 2 propos, les propos de M. Jourdain et les propos du maître d'armes. Ces propos, on les appelle des répliques. Donc, nous avons dans ce texte-là, nous avons 2 répliques. Donc, chaque intervention est une réplique. Alors, la réplique correspond à la partie de discours d'un acteur qu'un acteur doit prononcer sur scène quand vient son tour. Donc, dans un texte théâtral, elle est introduite par une didascalie indiquant le nom du personnage. Alors, combien avons-nous de personnages et de répliques dans cet extrait? Nous en avons 2. Et nous avons alors 2 répliques. Le dialogue, qu'est-ce qu'un dialogue? On dit dialogue, on dit conversation, on dit échange verbal. Hein? On dit, donc là, ce sont des synonymes. Donc, il ne faut pas trébucher là-dessus quand vous trouvez le mot conversation à la place du mot dialogue. Donc, c'est un enchaînement de répliques dans un texte théâtral constitue un dialogue. Donc, en général, un dialogue, c'est l'ensemble des paroles qu'échangent les personnages dans une pièce de théâtre. Alors, si l'on revient à cet extrait et l'on compare les 2 répliques, on va remarquer, alors, la longueur de la réplique du maître d'armes et celle de M. Jourdain sont différentes. Celle du maître d'armes, elle est plus longue que celle de M. Jourdain. Dans ce cas, on parle de tirade. La réplique qui est très longue, c'est une tirade. Elle sert à informer, à convaincre, à émouvoir. Alors, passons maintenant à cette scène. Scène 7 de l'Avare. Là, nous avons un autre extrait, une autre pièce théâtrale. Harpagon. Il crie au voleur dès le jardin et vient sans chapeau. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Et là, vous avez la suite de la même réplique d'Harpagon. Et on constate que dans cette scène, il n'y a pas d'autre personnage. On a un seul personnage sur scène, c'est Harpagon. Et c'est lui seul qui prend la parole et qui monopolise la parole. Donc, il n'y a pas d'échange verbal. Dans ce cas, on parle de monologue. Alors, monologue, c'est un discours qu'un personnage seul sur scène s'adresse à lui-même et au public. Il permet de faire le point sur une situation, de dévoiler les pensées cachées d'un personnage, ses intentions, ses sentiments, surtout en cas de crise, face à un dilemme quelconque. Alors, prenons ces 2 autres répliques tirées de l'acte 5 et la scène 6 de l'acte 5. Monsieur Jourdain, je la donne autrichement, et ma femme, à qui la voudra? Corviel, monsieur, je vous remercie. À part, si l'on peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Alors, que veut dire le mot en italique? Le mot en italique, là, c'est à part. C'est une didascalie également, d'accord? Et qui veut dire que Corviel, il a prononcé cette phrase
d'une manière discrète, à part. Donc Coviel parle sans que M. Jourdain puisse l'entendre. L'aparté est une réplique ou une partie d'une réplique qu'un personnage dit à part soi, comme c'est le cas de la réplique de Coviel. Donc là, ça s'appelle un aparté. Un aparté. Ou à voix basse, à l'un des personnages, mais que seul le public sera censé d'entendre. Alors, dans une pièce théâtrale, il y a des événements qui bouleversent le déroulement de l'intrigue. Ces moments de la pièce, on les appelle les coups de théâtre. C'est un événement qui est imprévu et brusque et qui marque un retournement de la situation. Les personnages sont censés ne pas savoir de quel événement il s'agit, mais ils doivent le subir car il change tout le déroulement de la pièce. Quelle est l'appellation de la situation finale dans une pièce théâtrale? C'est le dénouement. Rappelons que la composition de la pièce, l'intrigue de la pièce, elle s'agence en 3 moments. La scène d'exposition, le nœud, qui est là c'est le moment crucial qui change le cours des événements et qui rend la pièce dans une tension quelconque, et après nous avons le dénouement qui apporte la résolution heureuse ou malheureuse. Pour la comédie, elle est heureuse, d'accord, du conflit et règle le sort des personnages. En offrant une sorte de morale, de leçon, il est le rebondissement logique des tensions développées au fil de l'intrigue. Il peut parvenir suite à un événement ou à une intervention d'une force inattendue. Toutefois, il existe des dénouements qui n'apportent aucune fin déterminée à l'action, surtout dans les nouvelles pièces ou bien les pièces contemporaines. Alors, on passe maintenant, on a fini avec le lexique théâtral. Il y a d'autres mots, d'autres termes qui se rapportent au théâtre, mais pour vous, les outils clés, les mots clés sont plus ou moins discernés dans cette, et ils sont bien présentés dans cette partie de la leçon. Alors pour ce qui est des procédés du comique, on va passer à notre extrait. Les procédés du comique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait rire dans un texte théâtral. Alors je lis Coviel, déguisé en voyageur, Monsieur Jourdain, laquais. Coviel. Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, j'étais grand ami de feu monsieur votre père. De feu monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Il y a des sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui marchand? C'est pure médisance. Je ne l'ai jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Assurément, je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Moi, non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Quand je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi et après quelques autres discours, il me dit « Akiam, krok, solaire, ushala, moustache, guidelom, amananem, varaini, osere, karboulat. » C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de M. Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Alors, si on te d'abord de comprendre ce texte, à quel moment de la pièce intervint l'extrait? Deuxièmement, sur quoi porte le dialogue entre les deux personnages? Et ensuite, en comparant les répliques des personnages, lequel des deux monopolise la parole?
Alors, ce passage, bien évidemment, figure parmi les scènes du nœud. C'est-à-dire que l'action, elle est déjà engagée et on est là dans le moment de tension. Le dialogue porte dans un premier temps sur le statut social du père de M. Jourdain et dans un deuxième moment sur l'intérêt que porte le fils du grand turc pour Lucille, fille de M. Jourdain. La comparaison des deux répliques montre que c'est Coviel qui monopolise la parole. Observons maintenant les deux répliques qui sont extraites du même support. Coviel. Lui, marchand, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux. Et comme il se connaissait fort bien en étoffe, et l'on allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Coviel. Le fils du grand Turc, votre gendre. Comment je le fus et que j'entends parfaitement sa langue, et il s'entretint avec moi, et après quelques autres discours, il me dit « Akiam krok soler ush ala musta, guidelom amanaem varaini osere karbulat » c'est-à-dire « N'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de M. Jourdain, gentilhomme parisien ?» Alors, quel argument utilise Coviel pour gagner la confiance de M. Jourdain? Et quel défaut de caractère est exploité ici par Coviel? On voit que Coviel essaie de convaincre M. Jourdain que son père était un gentilhomme. Et il lui explique le désir de M. Jourdain, devenant gentilhomme, d'ennoblir ses origines. C'est cette exploitation, c'est ce caractère de M. Jourdain qui est exploité par Coviel. Comment Coviel définit-il le métier du père de M. Jourdain? Quelles remarques pouvez-vous faire? Et quel rôle joue l'expression en italique dans la deuxième réplique? Coviel présente le père de M. Jourdain comme un fin connaisseur en matière de tissu et qu'il donnait à ses amis en contrepartie d'une somme d'argent. Cela correspond exactement à la définition d'un marchand, caractéristique que M. Jourdain refuse d'associer à son père. Alors, Coviel fait semblant de comprendre la langue turque, il utilise dépourvu de sens pour faire croire à M. Jourdain que le fils du grand Turc s'intéresse à sa fille. Donc, dans cette pièce théâtrale, dans ce corpus, ce support, nous avons quelques procédés du comique qui font rire. D'abord, nous avons le déguisement de Coviel. En changeant de costume, d'apparence physique, il donne à un personnage une autre identité pour pouvoir jouer un autre rôle. Le caractère d'un personnage, celui de M. Jourdain, on l'a exploité, son défaut moral, en exagérant pour le placer dans des situations comiques. Et nous avons également la langue employée par les protagonistes en faisant appel à des jeux de mots ou à des expressions peu communes, notamment le turc parlé par Coviel. Donc cet extrait nous renseigne sur les procédés utilisés et employés par les dramaturges afin de rendre comiques, afin de rendre risibles les situations de leurs pièces. Et vous avez bien sûr, on peut retenir qu'il y a d'autres procédés de comique, notamment le comique de langage, l'invention d'une langue faussement savante, latin de cuisine, dans les satires de médecins ou de faux savants, la leçon de philosophie, acte 2, scène 4, ou d'un charabia, langue pseudo-turque, dans la mascarade, l'acte 4, 5, la scène 5 et 6, dont la signification burlesque est néanmoins compréhensible de tous. Siti saber, ti responder. Sinon saber, tazir, tazir. Voilà, donc là, si tu sais, tu réponds, si tu ne sais pas, tu te tais. Alors, répétition de mots intervalles rapprochés, exemple, acte 2, scène 4, que la fièvre quintaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur, au diable le tailleur, la peste étouffe les tailleurs, et puis les jeux de mots, dans, par exemple, l'acte 3, scène 5, comment va Madame Jourdain? Elle se porte sur ses deux jambes. Donc, vous avez également dans le langage l'invention d'une langue faussement... vous avez également cette mauvaise maîtrise du vocabulaire. Par exemple, votre petite drôlerie, écolier, acte 1er, scène 2, et ces gens-là se trémoussent bien, acte 2, scène 1, et il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini dans la scène 4 de l'acte 2. Et puis, vous avez l'emploi de syntaxe lourde, c'est-à-dire une phrase qui est trop chargée, syntaxiquement parlant. « Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu. » Donc là, vous avez cette syntaxe trop chargée de la réplique.
Puis abondance des injures. Donc les insultes et les outrages qui sont abondants dans les pièces, notamment acte 2, scène 3, le maître de philosophie qui dit « Maraud que vous êtes, infâme, coquin, insolent, fripon, gueux, traître, imposteur », ce sont des injures qui sont abondantes dans la pièce. Et puis vous avez le comique de situation, notamment le dialogue croisé. Véritable numéro d'acteur, Lucille parle à Nicole et Cléante à Corvielle, puis Nicole s'adresse à Corvielle et Cléante à Lucille. Donc vous avez un croisement de dialogue, comme dans l'acte 3, scène 10. Et la querelle des maîtres, hein, rappelez-vous la querelle des maîtres chargée par M. Jourdain de lui enseigner tous les arts et toutes les disciplines. Le maître sans autorité. Et vous avez le décalage entre ce qu'on a droit d'attendre d'une leçon de philosophie et son contenu. Notamment l'orthographe, l'almanach, la prononciation burlesque, nécessairement accompagnée de mimiques, des voyelles et des consonnes. Voilà, donc là, on trouve ça dans l'acte 2, scène 4. La maladresse, danse gauche et ridicule du meunier, chanson inappropriée à la situation de Jeanneton, leçon catastrophique d'escrime et la révérence interminable dans l'acte 3, scène 16. Vous avez le comique également de situation, l'ignorance par exemple de M. Jourdain, le quiproquo et les différents quiproquos, par exemple, lorsque Mme Jourdain pense que son mari la trompe avec Dorimène, le malentendu, par exemple, donc M. Jourdain est ravi à l'idée que sa fille Lucille épouse le fils du Grand Turc, mais là il y a juste malentendu parce que le fils du Grand Turc c'est juste Cléante, les apartés également, que les personnages s'adressent à d'autres interlocuteurs ou bien au public à l'insu de leur destinataire. Vous avez également le comique des gestes, c'est-à-dire, vous avez là, par exemple, l'Adzi, qui sont hérités de la Commedia dell'arte. C'est un répertoire de gestes improvisés pour produire un effet comique. Exemple, la bourse tendue et retirée, scène de gare sans tailleur. Endormissement, fin à acte 2, scène première. Mimique accompagnant la leçon d'orthographe entre le maître de philosophe et M. Jourdain. Puis sa parodie entre M. Jourdain et Nicole. Donc, ces mimiques, choses rares, sont décrites dans les répliques mêmes. Et les gifles également. Comique de répétition. Exemple, dans l'acte 1er, scène 2, quand M. Jourdain enlève puis enfile sa robe de chambre et à de multiples reprises. Donc, nous avons bien sûr plusieurs procédés de comique. Maintenant, on va passer au procédé de reprise. Je lis. Que voulez-vous apprendre, maître de philosophie, maître M. Jourdain? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita e quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements de science? Oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Et qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. La troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Kalaran, Slari, Feria, Baralipton, etc. Donc, dans cet extrait, nous allons essayer de voir quelques procédés de reprise. Qu'est-ce que reprise? Ça vient déjà du verbe reprendre. Qu'est-ce qu'on reprend? On reprend ce qui a déjà été cité ou déjà été évoqué. Voilà, donc là, par exemple, vous avez dans cette phrase, le maître de philosophie, nam sine doctrina vita e quasi mort et imago, on a repris cette expression par le latin, un mot qui est générique. Et nous avons repris le latin par ce latin-là. Et nous avons d'autres reprises que nous avons déployées dans ce tableau. Donc, nous avons un élément repris, par exemple, nam sine doctrina vitae quasi mortis imago. Procédé de reprise, c'est le latin. La nature du procédé, c'est un nom générique. La reprise, alors, elle est nominale. Le latin, il est repris par cela. C'est un pronom démonstratif. Il s'agit donc d'une reprise pronominale. Le mot latin est repris encore par ce latin-là, c'est le même mot, donc c'est une reprise nominale. Elle est simple parce que c'est le même mot avec changement d'article.
Les principes, ce sont les commencements. Donc on a changé un mot par, on a repris un mot par son synonyme. C'est une reprise nominale, donc remplacement ou bien substitution lexicale. La logique, on l'a repris par elle, on parle toujours de la logique. La logique, c'est un pronom personnel, donc reprise pronominale. Opération, on a repris les opérations par la première, la seconde, la troisième. Ce sont des pronoms numéros. Reprise, alors, est pronominale. Donc, les procédés de reprise, ce sont des procédés qu'on utilise afin d'éviter les répétitions et la redondance dans les productions orales et écrites. Et pour ce faire, on a deux types de reprises, des reprises nominales et des reprises pronominales. La reprise du groupe nominal par un pronom, reprise totale du groupe nominal par un pronom. Donc, les pronoms personnels, par exemple, les comédiens sont réunis pour la grande première du film. Ils ont très hâte de voir la réaction. Donc, ils, ce sont les comédiens et les comédiens. Pronom démonstratif, l'auteur participe à une fête organisée pour le lancement de son dernier livre. Celui-ci est un roman policier, donc on a repris le dernier par celui-ci, pronom démonstratif. Reprise partielle du groupe nominal par un pronom, donc pronom indéfini. Certains acteurs préfèrent jouer des rôles au théâtre, d'autres préfèrent incarner des personnages dans les téléromans ou des films. Et nous avons également les pronoms numéros. Hubert a reçu plusieurs cadeaux pour son anniversaire. 3 lui ont fait vraiment plaisir. Le pronom possessif également est un procédé. L'équité est une valeur importante pour moi. Quelle est la tienne? Et pour la reprise dite nominale, vous avez par exemple les groupes nominaux avec un déterminant différent. Mon garçon est en pleine croissance. Ce garçon, donc c'est une reprise simple, on a changé seulement le déterminant. Groupe nominal synonyme, la coccinelle rouge est l'espèce de coccinelle la plus répandue au Québec. Cette bestiole, donc synonyme, a 7 points noirs. Groupe nominal contenant un terme générique ou spécifique, les hamsters sont des animaux appréciés des enfants. À la maison, ces rongeurs, les rongeurs c'est un mot générique bien sûr, doivent vivre dans une cage. Groupe nominal contenant un terme synthétique, ton récit doit contenir une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement et une situation finale. Ce déroulement, donc là, on a remplacé toutes ces étapes par le déroulement. C'est un terme synthétique. Donc ce déroulement s'organise autour d'une intrigue policière. Et le groupe nominal également, périphrase. Paris est une destination touristique populaire. Plusieurs personnes rêvent de visiter la ville de lumière. Donc on a remplacé Paris par une périphrase, c'est-à-dire une expression qui veut dire la même chose. Chers élèves, je vous remercie de votre attention et je vous invite de réinvestir ces connaissances que vous avez acquises dans cette leçon de langue, procédé de reprise, procédé de comique et le lexique théâtral. Merci encore une fois et à bientôt.